Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape du Tour d'Espagne 2022 avec ce contre-la-montre par équipe. On a déjà fait un débrief rapide sur TikTok, vous pouvez le voir, c'était hier soir, mais là on va faire un débrief un peu plus long aujourd'hui sur ce contre-la-montre. Je fais ce débrief ce matin parce que hier l'étape est arrivée à 20h30. Ensuite, il y avait encore les championnats européens, il y avait la soirée d'athlétisme, donc je ne pouvais pas me dupliquer. J'espère que vous allez excellemment bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle équipe vous a plu, quelle équipe vous a déçu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne, même si des fois YouTube a un petit peu du mal quand je fais plusieurs vidéos dans la même journée. N'hésitez pas même à aller sur la page d'accueil de la chaîne pour voir les dernières vidéos. On commence tout de suite avec cette étape numéro 1, ce contre-la-montre par équipe. Alors, certains avaient vu le contre-la-montre par équipe du Tour de Grande-Bretagne, mais l'année dernière, je n'avais pas suivi énormément le Tour de Grande-Bretagne, donc je ne l'avais pas vu. Et c'est vrai que moi, je crois que depuis la Covid, je n'avais pas vu de contre-la-montre par équipe, donc ça fait du bien de revoir cet exercice. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus une boucherie que ça, en termes de chrono. L'équipe qui est la plus loin n'est qu'à 2 minutes, donc ce qui est pas... enfin, à 1,58 pour Burgos BH, en espagnol. Il semblerait que ça se dise comme ça. Je n'ai pas fait espagnol LV2, moi j'ai fait allemand LV2. Mais il n'y a pas eu de catastrophe au niveau du contre-la-montre de cette étape. Et le dernier coureur finit à 4,13, c'est John de Genkolb du côté de la DSM. Pourtant, il y a eu plus ou moins des bonnes organisations, mais c'était très compliqué de faire un très bon chrono, étant donné que le parcours était quand même assez sinueux, il y avait peu de grandes lignes droites, certaines équipes sont parties avec encore de l'humidité au sol, il n'a pas plu pendant le chrono, il a plu un peu avant le contre-la-montre, donc c'est vrai qu'il y avait encore de l'humidité au sol pour certains concurrents, et c'était quand même très technique. Notamment, il y avait un virage avant le premier intermédiaire qui n'était pas simple. Donc c'était compliqué en ville de faire des gros écarts, surtout bon, quand même sur 23 km. Donc je dirais que tout le monde a plutôt bien limité la casse. Ça serait bien qu'un jour on ait de nouveau des contre-la-montre de 60 bornes, parce que c'est là où ça devient intéressant, un contre-la-montre par équipe. C'est quand on dépasse les 50 km. Hein. Là, 24 minutes, la gestion de l'effort est très limitée. Quand on dépasse 60 km, il y a la gestion du collectif et ça devient un vrai exercice collectif. Mais bon, peut-être qu'un jour, on aura de nouveau des contre-la-montre de cette longueur-là. Je l'espère, parce que c'est vrai que le contre-la-montre par équipe de 23 km, c'est pas vraiment très intéressant. C'est un peu toujours la même chose. On va pas se mentir. On commence tout de suite par la note de l'étape. Moi, je vais mettre un 13 sur 20 pour la note de l'étape. C'est pas que j'ai été... voilà, ça fait le taf pour un contre-la-montre par équipe. Je m'attendais pas à grand-chose, donc je suis pas extrêmement déçu. Voilà, j'aurais préféré un contre-la-montre par équipe plus long, mais je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Et est-ce qu'on en reverra un jour? C'est peut-être pas sûr non plus. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec la Groupama. Ça s'est bien passé pour la Groupama FDJ qui finit à 38 secondes. Première équipe française à l'arrivée. Et sixième équipe en tout, juste derrière UAE. Ils finissent quand même devant Bora Trek. Trek qui n'a pas très bien géré sa fin de chrono, devant également Movistar, devant Astana, donc c'est un bon chrono, hein. Ils perdent assez peu de temps, ils sont dans le pack à une trentaine de secondes, ils sont qu'à une vingtaine de secondes de Quick-Step et d'Ineos, donc c'est vraiment bien ce qu'a fait Groupama, avec un bon travail de l'équipe. Voilà, ils finissent à 6 hein, avec Fabien Linhart qui lâche vraiment dans le dernier kilomètre et Emma Scottson aussi totalement sur la fin. Donc ça a été vraiment un bon chrono. Je pense que si on fait un chrono de cette manière, du côté de la Groupama, c'est qu'on a quand même une idée derrière la tête pour Thibaut Pinot. Alors on nous dit, on joue pas le général pour Thibaut Pinot, ok d'accord.
On sait que c'est quand même un coureur qui récupère extrêmement bien. On sait qu'il a déjà enchaîné Tour de France Vuelta avec cette configuration-là en termes de distance entre les deux courses, qu'il avait très bien géré cette situation-là. Donc voilà, Thibaut Pinot. Parce que sinon, on aurait fait un chrono comme Cofidis ou comme Arkea, on aurait fini à 1:30. Si on a fait le chrono à fond, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Si on a fait un aussi gros travail avec Bruno Armirail, c'est qu'on a une idée derrière la tête autour de Thibaut Pinot. Parce qu'on ne fait pas un chrono comme ça pour Audi Mollard ou pour Quentin Paché. Donc vu comment ils se sont mis à fond sur ce chrono, c'est qu'il y a une idée derrière la tête et une idée de classement général, même si on ne veut pas nous le dire du côté de la Groupama. On poursuit avec des équipes plus ou moins, c'est Arkea. Bon voilà, Arkea, ils partent à 7, ce qui est déjà un gros désavantage sur un chrono par équipe. C'est leur première Vuelta. Ils finissent à 5, pardon, donc ils finissent au minimum syndical avec Dan Maclay et Lucas Ovzian qui ont un peu lâché. Tu pars à 7, tu pars sans leader pour le général, avec des objectifs forcément qui sont inférieurs. Une ambiance aussi, parce que quand dans ton équipe, il y a un coureur qui est accusé de dopage, qui est pris, on va dire, par la patrouille pour une prise de tramadol, alors qui n'est pas interdit par l'AMA, mais qui est interdit par l'UCI, donc d'où l'imbroglio au niveau du fait qu'il n'ait pas de suspension. C'est sûr que c'est pas l'idéal pour préparer une course, surtout que je pense qu'ils avaient préparé le chrono par équipe pour être à 8 et pas pour être à 7, donc forcément avec un coureur de moins, ça change l'organisation, donc c'était pas simple pour Arkea, c'était pas simple. C'est une équipe en plus qui a rarement eu des grands résultats sur le contre-la-montre, donc ils ont fait le travail, il n'y avait pas de gros objectifs, donc voilà, ils ont fait le travail, 1:25, bon voilà, c'est plutôt intéressant quand même. Équipe Bonnet-Dan, AG2R, Ben O'Connor est le coureur qui perd le plus de temps parmi les leaders. Voilà. Donc c'est parmi les gros leaders, il y a Chavez et chez EF et chez Intermarché, on perd plus de temps, mais c'est quand même pas une grande réussite. 55 secondes sur 20 km, c'est voilà, ça fait un écart pour Ben O'Connor. Après, on a fini à 5. On n'a jamais été très bon sur le chrono par équipe chez AG2R. Ça n'a jamais été une discipline où on était très fort. Nance Peters a lâché comme Antoine Rogel et Jaakko Hänninen. C'est dommage pour Hänninen parce que bon, c'est un coureur qu'il aurait peut-être mieux fallu conserver parce que il a fait quand même des bonnes courses ces derniers temps, Hänninen. J'aurais préféré qu'il soit dans le même chrono que Champoussin. Mais voilà, ça a été un chrono comme habituellement chez AG2R. C'est pas une équipe qui a fait des très bons chronos par équipe dans sa carrière. Et après, on voit Jungels et Ben O'Connor sont bien dans le bon groupe. Mais voilà, on perd 55 secondes sur la Jumbo. On perd quand même 40 secondes sur Ineos et Quick-Step. C'est moyennement bon du côté de AG2R. Donc c'est pour ça que je les mets en Bonnet-Dan. Le gros Bonnet-Dan aujourd'hui, c'est Cofidis. 1:50. Bon, ils n'ont pas fini dernier, Cofidis. C'est la seule satisfaction du jour pour l'équipe française. C'est dommage parce qu'on a quand même Rezus et Rosé Rada. On aurait pu se dire pour un top 15. On perd déjà quand même pas mal de temps. Surtout que Rosé Rada finit pas avec perd 21 secondes. Bon, voilà, Cofidis, ils l'ont peut-être pas totalement fait à fond. Aujourd'hui, de toute manière, il n'y avait pas de rouleur dans cette équipe. Il n'y avait pas Walscheid, il n'y avait pas un coureur comme ça qui aurait pu tenter d'impulser un rythme à ce groupe. Donc ça a été compliqué pour l'équipe française. 1:50, je trouve que c'est quand même beaucoup. Ça fait quasiment 1 minute par tranche de 10 km. Donc c'est quand même un gros écart pour l'équipe française. Mais on n'avait pas le bon rythme, on n'avait pas la bonne carburation. Du côté de Cofidis, c'est quand vous partez sans rouleur, forcément vous vous tirez une balle dans le pied dans un contre-la-montre par équipe. Même si avoir le meilleur rouleur du monde n'est pas un avantage, avoir quand même un Walscheid ou autre aurait pu, ou un Wesley Creder également,
qui s'est un petit peu roulé. Ça aurait été un avantage pour Cofidis. On verra maintenant sur le reste de ces 3 semaines. Maintenant pour Cofidis, l'avantage c'est qu'Herrada a un petit écart. Thomas Champion aussi, pourquoi pas dans les échappées pour les 2 premiers jours. Et puis de toute manière, l'objectif c'est plutôt les sprints autour de Brian Cocard. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Bien entendu, aujourd'hui, ce ne sont pas des coureurs au top, ce sont des équipes au top. On commence bien entendu avec la Jumbo. La Jumbo qui s'impose aujourd'hui dans ce contre-la-montre par équipe avec 13 secondes d'avance sur Ineos, 14 secondes d'avance sur Quick-Step. On est presque déçu pour Jumbo, c'est quand on a vu le premier Inter, 17 secondes d'avance sur le premier Inter, on s'est dit hop, là, du côté de la Jumbo, 14, non, ils avaient 14, pardon, sur le premier Inter. On s'est dit, ça peut faire 20 secondes à l'arrivée, cet écart-là. Et puis en fait, ils n'ont pas gagné de temps sur la fin. C'est même l'une des rares équipes qui a perdu un petit peu de temps sur la fin. Mais ils avaient 17 secondes sur Ineos. Donc on se dit à ce moment-là, voilà, ils vont faire un chrono, ils vont tout péter. Et puis en fait non, sur la fin, ils ont un petit peu ralenti au niveau du rythme. Ils ont été un petit peu plus en difficulté. Ineos avait aussi un gros collectif. Et s'en est un peu mieux sorti sur la fin de course. Voilà, ça s'est bien passé pour l'équipe néerlandaise. Et malgré tout, il y a une petite déception parce qu'on se dit, s'ils avaient réussi à poursuivre leur rythme sur la fin de course, qu'est-ce que ça aurait donné? Mais le problème chez Jumbo, c'est qu'on avait du Sepp Kuss, qu'on avait du Sam Oomen, du Chris Harper, et on voit qu'on n'est pas encore sûr de la forme de Primož Roglič, parce que on a gardé 8 coureurs à l'arrivée. On aurait pu se séparer de Sepp Kuss, on aurait pu se séparer de Sam Oomen, sauf qu'on n'est pas sûr en fait de la forme qu'a Primož Roglič pour le moment. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a fini un petit peu en demi-teinte, parce qu'on n'a perdu aucun coureur. C'est une équipe qui finit à 8. Si elle finit à 8, c'est qu'on n'est pas sûr encore de la forme de Primož Roglič. On s'est aussi organisé sur la fin de ce chrono pour donner le maillot à Robert Reisink. Robert Reisink, coureur qui a commencé dans la formation Rabobank, qui est peut-être dans sa avant-dernière année chez les professionnels. Il a 36 ans, il a encore un contrat d'1 an en 2023, mais ça sera peut-être un peu compliqué pour le coureur néerlandais, qui était quand même une grosse pépite quand il a commencé dans les pelotons professionnels. C'est vrai que quand Robert Reisink arrive dans l'équipe World Tour de la Rabobank, on se dit, oh là là, on a une grosse pépite. C'est un mec qui a des très bons résultats sur ses premières années. Vainqueur d'une étape sur le Tour de Suisse en 2010, vainqueur du Grand Prix de Montréal. C'était les premières années du Grand Prix de Montréal. Deuxième de Tirreno Adriatico, deuxième du Tour de Pologne en 2007. Ça, c'était encore quand il était très jeune. À l'époque, vainqueur du Tour de Man en 2011, à l'époque où le Tour de Man avait un peu plus de réputation qu'aujourd'hui. Et donc, c'est un coureur qui était très prometteur dans ses premières années. 5e du Tour de France 2010, et puis il a eu des problèmes cardiaques, et c'est vrai qu'ensuite il est passé de leader à équipier, un peu comme Kruijswijk, on pourrait dire, même si Kruijswijk a un peu plus de résultats même encore que Robert Reisink. Il est devenu équipier au fur et à mesure de sa carrière. C'est vrai qu'on peut être un peu frustré parce que c'était un bon grimpeur, un très bon grimpeur, mais qui sur la deuxième partie de sa carrière a eu un peu plus de mal à cause notamment des problèmes cardiaques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un équipier, Robert Reisink, mais le travail qu'il fournit, notamment autour de Roglič, notamment quelquefois également autour de Vingegaard, c'est un équipier qui est vraiment important, comme Sepp Kuss dans le travail du côté de la Jumbo-Visma, et c'est bien que la Jumbo-Visma l'ait récompensé. Mais c'est une équipe qui récompense quand même ses équipiers, parce qu'on pense à Christophe Laporte, on pense également pourquoi pas à Tiesj Benoot ou d'autres coureurs. On n'hésite pas à favoriser et également à faire gagner les équipiers de temps en temps quand on a l'opportunité. Donc c'est une équipe où, malgré le fait qu'on travaille de manière importante et qu'on a des objectifs qui sont très importants chez Jumbo, c'est vrai que quand vous avez l'objectif d'aller chercher des bons résultats sur les 3 grands tours, c'est pas simple.
Mais on garde quand même ce côté, on n'hésite pas à faire gagner les équipiers, ce que n'avait pas notamment la Sky, ce que ne faisait pas non plus l'US Postal, enfin les grosses formations, Astana faisait rarement ça, et c'est ce que fait la Jumbo, et je trouve que c'est assez intéressant de ne pas oublier que les équipiers, pour qu'ils soient performants, il faut aussi leur donner de temps en temps des petites carottes. Et puis quand les équipiers sont quand même d'un très bon niveau, ça aide également. La Bahreïn, deuxième équipe au top, pourquoi? Je m'attendais à ce que la Bahreïn perde énormément de temps sur ce contre-la-montre par équipe. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas forcément un grand rouleur, parce que vous aviez Wout Poels, Landa, Gino Mader, qui ne sont pas des grands coureurs de contre-la-montre, surtout cette année de Gino Mader, et que vous aviez Luis Leon Sanchez un petit peu pour emmener avec Fred White, mais quand vous avez Landa, Buitrago, Wout Poels, Gino Mader, alors Buitrago qui n'est pas le plus mauvais des Colombiens sur le contre-la-montre, c'est quand même pas l'idéal. Ils s'en sont plutôt très bien sortis la Bahreïn, ils ne perdent que 42 secondes, alors que moi je m'attendais plutôt à ce qu'ils soient à une 25, une 30 ce soir du côté de la Bahreïn. En plus ils sont restés là aussi l'effectif au complet à l'arrivée, donc c'est vraiment un très bon travail de la part de la Bahreïn qui s'en sort très très bien, qui a fait un bon contre-la-montre. Ils finissent quand même devant Movistar et Astana dans les équipes qui ont des bons collectifs et qui auraient pu faire un peu mieux sur le contre-la-montre. Donc c'est plutôt un bon résultat du côté de la Bahreïn. 42 secondes, 55 km/h. Voilà, ils sont à 30 secondes de Ineos et Quick-Step. C'est plutôt raisonnable. Alors la Jumbo est bien plus loin. Mais bon, Landa, sur un chrono comme ça de 20 km, en solo, il aurait perdu il aurait perdu 2 minutes. Landa, donc il perd 42 secondes, donc c'est plutôt intéressant pour lui, ce que ça soit un contre-la-montre par équipe et pas un contre-la-montre individuel. Et puis maintenant, il va falloir voir qui est au top. Là aussi, je pense que dans cette équipe, on n'est pas en confiance foncièrement sur son leader, parce qu'on voit qu'on garde Landa, on finit à 8, alors qu'on aurait pu perdre Landa ou Wout Poels, mais on n'est pas sûr de la forme de Gino Mader, on n'est pas sûr de la forme de Landa, donc on a décidé de garder Buitrago et Wout Poels. Pourquoi Buitrago? Parce qu'on sait sa condition physique. Pourquoi Wout Poels? Parce qu'il est toujours capable de faire des bons résultats, même si cette année ça a été un peu plus compliqué pour Wout Poels, que sur 3 semaines il y a meilleur que lui foncièrement en termes de récupération. Mais ça montre bien qu'on n'est peut-être pas sûr chez Bahreïn, ou peut-être qu'on s'est dit, 8 on est plus fort qu'à 6 ou 5 du côté de la Bahreïn, donc il faut mieux rester à 8 et rester groupé collectivement. Et puis je mets la Quick Step. On voit que sur le chrono quand même, c'est une question d'expérience. La Bike Exchange, Mitchelton Scott par exemple avait gagné des contre-la-montre. Ineos, ils ont déjà gagné des chronos par équipe. Jumbo, ils savent faire. Et on voit par exemple que la Bora a moins d'expérience dans ce domaine-là, que Trek aussi, que UAE peut-être également a un peu moins d'expérience sur le chrono par équipe. Et on s'aperçoit que l'expérience a joué. Quick-Step qui s'en sort très bien, 14 secondes. On a Sacretier, Dries Devenins, Louis Vervaqueux et Peter Seri. On garde Van Wilder, Alaphilippe dans le même chrono que Evenepoel. On a bien utilisé Rémi Cavagna, on a bien utilisé Fausto Masnada. Donc c'est plutôt une belle course et on a fini à 5. Mais en perdant Peter Seri vraiment seulement dans le final. Donc c'est l'expérience du côté de la Quick Step. C'est une équipe qui maîtrise très très bien ce type d'épreuve, qui sait faire dans ce type d'épreuve. Et ça s'est vu du côté de la Quick Step. Et c'est là où on voit que le chrono par équipe, il faut aimer ça. C'est vraiment un exercice particulier. Il y a des équipes qui sont plus ou moins, qui s'en sortent plus ou moins bien. C'est une question de travail, d'entraînement, de collectif, de manière de faire. Et on voit que Quick Step, ils s'en sortent toujours bien. Notamment encore mieux à l'époque de Tom Boonen par exemple. Ineos, Jumbo, Bike Exchange, c'est des équipes qui ont déjà gagné des chronos par équipe, alors que UAE, c'est un petit peu plus compliqué malgré le fait qu'ils ont des très bons coureurs. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on va aller assez vite. Je commence avec UAE, Team Emirates. Je m'attendais plutôt à ce qu'il soit à 14-15 secondes. Surtout qu'ils avaient vraiment, je pense, le collectif le plus intéressant. Des leaders pour le général qui savent très bien rouler, comme Almeida, comme McNulty. Un coureur comme Yann Polang qui est un bon rouleur. Ils avaient également Molano et Ackermann qui sont des bons sprinters, donc qui peuvent relancer
Et Ackermann en plus c'est pas mal au niveau contre-la-montre. J'ai déjà vu faire des bons chronos Ackermann. Le seul point faible peut-être c'était Juan Ayuso, et encore c'est pas le plus mauvais Juan Ayuso sur les chronos parce qu'il a fait des bons chronos. Juan Ayuso, mais sur le chrono par équipe c'est parfois un petit peu particulier. Mais il n'y avait pas vraiment de gros points faibles chez UAE dans cette équipe. Et pourtant, ils finissent à 33 secondes. Mais je pense qu'ils ont mal géré collectivement parce qu'ils finissent à 7. Or, on aurait dû sacrifier un autre coureur que Molano. Peut-être qu'on aurait dû sacrifier Ivo Oliveira, par exemple, le portugais. C'est sûr que c'est compliqué de sacrifier Marc Soler à domicile, mais Ivo Oliveira, on aurait pu le sacrifier. Yann Polanc aurait pu être sacrifié également dans le final. Ou Ackermann, tout dépend. C'est là où je pense la différence se fait chez UAE, c'est qu'on a voulu rester beaucoup sur ce chrono, sauf que sur 23 km, tu es obligé de sacrifier du monde. Et c'est l'équipe qui est dans le top 5 qui est la seule à n'avoir sacrifié, elle n'a sacrifié qu'un coureur. Alors il y a Ineos qui a fait la même chose, sauf que Ineos, ils avaient un collectif peut-être un peu plus solide qu'UAE. Un peu plus, pas solide, je dirais un peu plus homogène. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Et Jumbo, mais Jumbo, ils ont un tel travail sur le chrono par équipe que ça marche mieux. Et UAE, ça a été plus compliqué. Tout simplement, on voit qu'ils finissent 5 secondes devant Groupama, mais Groupama, ils sacrifient 2 coureurs. Bora sacrifie 3 coureurs. Alors là, c'était peut-être un petit peu trop pour Bora, mais je pense qu'il aurait fallu sacrifier un deuxième coureur du côté de chez UAE. Et c'est ce qui leur a peut-être coûté dans le final parce qu'ils sont à 33 secondes alors qu'au premier intermédiaire UAE oui ils sont déjà loin ils sont déjà à 30 secondes au premier intermédiaire, donc en fait ils n'ont pas roulé assez vite sur le premier intermédiaire UAE, et c'est ce qui leur a coûté sur la fin de course, parce que même s'ils réaccélèrent, 23 km c'est très court, faut pas se rater sur le départ, et ils se sont un petit peu ratés sur le départ UAE, mais s'ils avaient sacrifié un peu plus de coureurs, peut-être que ça aurait été un peu mieux. Intermarché, c'est l'équipe avec des leaders qui partent le moins bien sur ce début de course, 19e seulement à 1,25, c'est pas top pour Meintjes et pour Jan Hirt. Après, c'est pas non plus et pour Pozzovivo, après, c'est pas non plus une grande surprise. Vous aviez que Renta Amae qui est pas un mauvais rouleur, avec Bakeland qui a quand même quelques qualités, mais c'est pas suffisant. Vous aviez en plus des coureurs qui sont très mauvais sur le chrono, comme Meintjes, comme Pozzovivo. Sur 20 km encore, ils s'en sortent, Pozzovivo. Mais c'est pas Meintjes, il est pas bon sur le chrono. Et on n'a jamais été bon sur le contre-la-montre chez Intermarché. Moi, je me souviens d'une année où il y avait Johan Ofredo encore je crois que c'est la première année où il y avait Johan Ofredo. Chez Intermarché, il y avait un chrono par équipe sur le Tour de France. Je crois qu'ils avaient perdu 3 minutes 50. Ils s'étaient pris mais une branlée totale. C'est une équipe qui n'aime pas ça, qui n'est pas douée dans ce domaine-là. C'est pas l'équipe qui est déjà la plus douée sur le contre-la-montre en individuel. Et par équipe, oui, ça a été compliqué. Alors peut-être qu'il y a aussi une question de matériel. C'est vrai qu'ils utilisent des vélos Cube. Donc c'est une marque allemande. Peut-être qu'il y a encore du travail à faire sur l'aéro, sur ce vélo-là, sur le cadre de ce vélo-là. Et aussi une question d'organisation, une question d'aimer ça. Et on s'aperçoit que comme à G2R, quand vous n'êtes pas très doué dans le chrono par équipe, ça ne pardonne pas. C'est vraiment un exercice atypique. Et là, du côté d'Intermarché, c'est vrai qu'on se prend une 25. En fait, derrière eux, il n'y a que des équipes qui ne jouent pas le classement général. Donc c'est vraiment l'équipe où il y a la loto avec Stef Kras, mais Stef Kras, on ne s'attend pas à des miracles non plus. Ils se prennent quand même, par exemple, 30 secondes, 30 secondes de la part d'AG2R, qui pourtant ne fait pas un grand chrono. Donc c'est vraiment quand même déjà des écarts. Et c'est sûr que pour Meintjes et pour Jan Hirt, c'est pas l'idéal pour démarrer ce Tour d'Espagne. Mais si les écarts sont importants, c'est une équipe qui sera capable de faire top 10. Mais c'est pas un top départ. Et puis Astana, je m'attendais à mieux de la part d'Astana, l'équipe kazakh. Quand on regarde qu'on a Miguel André Lopez, mais qu'on a surtout un coureur comme Nibali, qui s'est quand même encore bien roulé, Vincenzo Nibali. Lunchenko n'est pas non plus mauvais alors c'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus un branquignol dans la discipline, et on perd quand même 46 secondes alors que c'est plutôt une équipe qui a un beau collectif dans ce type d'exercice, qui a déjà gagné des chronos notamment à l'époque de Armstrong et Contador.
Alors, je crois en 2009, ils avaient remporté un chrono par équipe du côté de Montpellier, un truc comme ça. Face à la CSC notamment, où il y avait Cancellara. C'est une équipe qui normalement, collectivement, arrive toujours à bien s'en sortir. Et là, ils finissent derrière Movistar. Alors pourtant, Movistar, ils perdent Mühlberger assez vite avec Luis Mas. Ils ont fini... ils sont passés assez vite à 5, Movistar. Donc ils ont eu une fin de chrono compliquée. Ils finissent derrière Bahreïn. Alors pourtant, il y avait Landa. Derrière la Trek qui finit pas top aussi, autour de Juan Pedro Lopez. Derrière Bora. Donc c'est pas un grand chrono de la part d'Astana, alors que collectivement, je pense qu'ils étaient en capacité de faire mieux. Du côté de l'équipe kazakh, on a sacrifié Fedorov et Pronsky. Peut-être qu'on aurait dû également sacrifier Samuel Battistella. Peut-être tout simplement qu'il y avait plus fort qu'eux sur ce contre-la-montre. Peut-être qu'on n'a pas aussi travaillé le contre-la-montre par équipe. Je ne suis pas sûr que toutes les équipes aient fait des stages au niveau du contre-la-montre par équipe. Donc forcément, ça se ressent aussi quand vous travaillez moins la discipline que vos adversaires. C'est une discipline vraiment particulière contre la montre par équipe, discipline particulière plutôt, où il faut être très fort dans la cohésion d'équipe, il faut être le plus proche les uns des autres, mais pour être proche, il faut avoir des habitudes. C'est un travail d'habitude, sauf que quand vous en faites pas de l'année, c'est compliqué d'avoir des réflexes, des habitudes entre équipiers. Donc c'est ça ce qui a manqué peut-être à Astana. Mais un peu déçu, ça je m'attendais à un peu mieux du chrono d'Astana. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Demain, présentation de l'étape numéro 3 à 7h30, débrief de l'étape numéro 2 pas avant 21h. Et d'ici là, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!